Le temps, c'est justement un bien très précieux. Je trouve les gens manquent de temps, justement. Les gens qui travaillent, quoi, ils manquent du temps. Et je trouve que c'est justement un temps précieux. C'est une richesse, quoi. Tout le monde n'a pas le temps, l'espace, l'eau, l'air, évidemment. Mais Je crois que les gens, je suis pas sûre qu'ils aient peur de ne pas savoir quoi faire de leur temps, franchement. Après, il y a des salariés qui sont bien embrigadés sur la croissance. Ce dont ils ont peur, c'est pas de la décroissance, c'est être obligé d'avoir un comportement défini par une pression. En fait, le truc, c'est qu'ils courent après la consommation parce qu'ils sont frustrés dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est là-dessus, je pense et parce qu'ils sont abreuvés de pubs à longueur de temps. Moi, moi, je pense que c'est vraiment. Ils ont peur qu'on les oblige à se comporter d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'ils sont embrigadés. Je sais pas où je veux en venir non plus, mais. Il y a un modèle de société qui a inculqué du toujours plus, du toujours. Il faut toujours être le meilleur. Bonheur, quoi, en fait. Comment? Ils pensent qu'ils achètent du bonheur, mais ce sentiment-là, ça vient pas de nulle part. Ça vient de tout ce qu'ils bouffent, en fait, comme tout le monde. Ouais, je me permets. C'est juste pour te donner la réponse de Timothée Paric à ton argument repoussoir. Donc, quand il présente ses recherches à la Commission européenne, les examinateurs chargés d'évaluer son projet ne lui posent qu'une seule question: ne pensez-vous pas que le mot décroissance est un peu rebutant? Donc après, il cite Clément Viktorovitch, Bruno Latour, ou d'autres qui considèrent que effectivement c'est pas un bon terme, même si le concept est bon. Voilà. C'est l'objet de ta critique. Donc lui, il dit il cite Paul Ariès, que c'est un mot obus pour provoquer une discussion sur des sujets qui n'auraient sûrement pas été abordés si on avait parlé d'économie verte. La décroissance est un mot de dissensus, selon Vincent Chenet, dont tu parlais tout à l'heure. Une transition implique nécessairement des désaccords. Si tout le monde était d'accord, nous nous retrouverions avec le système que nous avons déjà. Donc pour démolir un système, il faut utiliser des mots explosifs. Et donc tant que le mot dérangera, c'est qu'il fera son travail de démolition conceptuelle. Et il dit que le terme, notre force, c'est sa clarté. Donc quand on montre la courbe de trajectoire de 1,5 degré à un enfant de 12 ans et on lui demande si ça ressemble plus à de la décroissance ou à une croissance verte circulaire ou économique. Voilà. Donc l'idée est là, produire et consommer moins. Donc il dit qu'il ne faut pas préserver les gens, qu'il faut leur présenter les concepts tels qu'ils sont, plutôt que de camoufler des vérités scientifiques. Et donc il n'est pas possible de résoudre un problème si on ne peut pas parler de sa cause. Voilà. Donc, après, il y a une critique de gauche, en fait, aussi de la décroissance, entre guillemets, qui consiste à dire que la décroissance. Alors, non, je suis en train de me mélanger deux concepts là, donc je vais m'arrêter là. Je te laisse la parole. Moi, je pense que par rapport au fait qu'il y ait une réaction négative de la part de gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, par rapport à ce qu'ils voient, qu'on peut leur demander, comme l'interdiction, un des trucs, c'est l'interdiction des vieilles voitures dans des voitures qui pollueraient trop. Et du coup, on sait très bien que les gens qui se baladent avec des voitures de 2002, 2004, les voitures type 3 et 4, enfin celles qui veulent interdire, à Rennes, évidemment que c'est des gens qui ont peu de revenus, du coup c'est eux qui vont être touchés. Et je pense que il y a une grosse partie de la réaction qui peut être épidermique, c'est que les gens vont se battre dans notre système capitaliste toute leur vie pour réussir à avoir par exemple une piscine privée. Ça c'est un des trucs qu'il y a entendu, notamment des gens qui vont encore payer par exemple, qui sont pas forcément riches, qui vont encore payer le prêt sur leur maison, qui vont avoir une piscine privée, parce que c'est un signe qu'ils ont réussi pour eux-mêmes et aussi socialement, que ça va être le fait ils vont avoir l'impression d'être punis,
Mais je pense que cette impression d'être puni vient aussi beaucoup du fait qu'il y a des gens très riches qui, eux, vont sembler être moins punis, et que c'est parce qu'ils ont l'impression que l'effort est sur eux, ce qui est d'ailleurs le cas. Beaucoup d'efforts va être demandé aux pauvres, de fait, et pas aux riches. Et donc, il y a une réaction de « c'est injuste. Nous, on n'a pas grand-chose, et le peu qu'on a, on va nous le prendre. » Alors que si le discours, et le discours de la décroissance, je ne suis pas une experte, mais de ce que j'en comprends, et là-dessus, regardez, on demande beaucoup de réductions aux riches, et en échange, vous gagnez du temps pour vous être plus avec votre famille, plus avec vos enfants, vous travaillez moins, et vous perdez votre piscine, ça passera beaucoup mieux que si on vous prend votre piscine parce que vous polluez trop, vous les pauvres. Alors qu'ils voient les riches prendre l'avion, et c'est vrai, ils ont raison. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de comment le message est apporté et quels sont les gens qui sont le plus touchés. Voilà, donc il y a ça. Et après sur la partie sémantique, je pense que c'est intéressant, toujours comme débat à voir, est-ce que la décroissance c'est un bon mot ou pas. Mais je pense aussi que peut-être c'est pas le premier point qu'il faut toujours aborder, parce que c'est souvent quelque chose qu'on fait, et que du coup, on peut se retrouver à pas beaucoup parler de la décroissance, et est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre et tout ça, mais est-ce que c'est un bon mot, et comment on peut réussir à convaincre les gens avec un mot efficace, c'est un combat. Déjà être sûr qu'on est tous d'accord, est-ce qu'on veut se battre pour ce sujet-là, je pense que ça peut être plus urgent. Voilà. Donc il dit que les 10% les plus riches possèdent 76% du patrimoine global de la planète et sont responsables de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre. Enfin, il est clairement pour tout ce qui a été dit là, à savoir effectivement finalement resocialiser les richesses existantes. Et effectivement tout à l'heure il citait cette notion de surplus économique généré avec les 56% de PIB qui sont suffisants pour les Français, pour vivre correctement. Le fait est qu'effectivement il y a des marges de répartition des richesses. Nous, on a toujours dit deux révolutions sinon rien. À savoir d'abord effectivement abolir le capitalisme, puis redéfinir ce dont on a besoin. Là où effectivement les marxistes qui à l'époque de Marx, on va dire, ont toujours été dans une logique de développement des forces productives. Là, ils ont pas les partis trotskistes par exemple cette attention particulière-là à se poser la question de quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'il faut arrêter de produire. Voilà. Et Parikh dit qu'une société marxiste ou même anarchiste, il cite, qui serait dans une société de croissance, resterait toujours non viable, ne serait-ce que par rapport à l'ensemble des ressources disponibles en fait sur la planète, le fait qu'on a des ressources finies. Il ne peut pas y avoir de croissance infinie. C'est thermodynamique en fait, quoi. Donc là, les lois de la physique sont assez nulles. En même temps, on imagine mal les anarchistes vouloir produire toujours plus pour des choses inutiles ou des choses comme ça. Enfin, j'imagine assez bien ça. Ou des choses nuisibles même, comme la publicité ou bien autre chose. Non, parce qu'ils auront aboli toutes les formes de propagande productiviste en fait. En Espagne, ils produisaient, ils décidaient de ce qu'ils produisaient. Voilà, moi, je pense qu'être anarchiste, c'est être décroissant par définition, puisque moi, je sais pas, la décroissance, je suis assez d'accord que ça rebute un peu. Ce qui rebute pas, peut-être la majorité des gens, c'est l'idée d'égalité sociale, l'idée d'égalité économique et sociale. Moi, je trouve qu'au moment des Gilets jaunes, par exemple, on aurait dû mettre des autocollants égalité économique et sociale partout. Parce que les gens, c'est ça qu'ils comprennent, c'est l'idée d'égalité. Après, selon les Américains, par exemple, on leur a dit il faut pour entrer en guerre, on leur a fait toute une propagande. Et après, on leur a dit il faut produire. Je veux dire, comme dit Jean-Pierre, les Américains, ils sont venus en France
Nous, on a connu le plan Marshall et tout ça après la guerre, mais c'est parce que les Américains, ils avaient besoin de produire toujours davantage et il fallait qu'ils colonisent les esprits, quoi, la Des planète. marchés. Hein? Ils colonisent des marchés. Oui, des marchés, pas oui, des voilà. esprits, ouais. C'est pour ça qu'on... Moi, je suis assez d'accord, je ne suis pas du tout communiste, mais j'aime assez ce que dit le philosophe communiste là-dessus. Tu dois connaître, là, comment il s'appelle Je suis pas communiste. Je suis plus communiste. Mais... Louskar. Il a très bien expliqué ça. Il a fait tout un travail théorique sur la consommation, en fait. Bon, c'est un philosophe sympathisant communiste. Lefebvre, non, c'est quoi ça Oui, il a passé, je crois que ça. C'est Lefebvre, ouais. Son truc avec Lefebvre. Oui, je crois que Lefebvre était son. Enfin, lui, il a fait un truc sur la consommation, en fait. Ah ouais. Et il explique bien dans le truc du désir, là, son bouquin, c'est le capitalisme de la séduction. Il a écrit un livre qui s'appelle Le capitalisme de la séduction. Là, il y a eu des émissions sur Arte là, récemment sur l'Amérique, le système américain capitaliste, du New Deal américain, quoi. Ce qui est marrant, c'est que pour que les pauvres acceptent le New Deal, l'État américain était obligé de mettre un truc de propagande pour que les gens achètent des nouvelles bagnoles. Ils ont diversifié les voitures. C'est Jean-Pierre qui disait ça tout le temps, qu'ils avaient arrêté le système des tramways, tout ça, enfin, tout ce qui était transport collectif, pour favoriser diversifier la consommation, enfin les voitures, le type de voiture, Ford, enfin toutes les voitures, après, pour que les gens... c'est le truc d'Edward Bernays, quoi. Enfin, je pense que pour comprendre la consommation américaine, c'est Bernays qui a... Il faut susciter le désir de consommer, ouais. Ouais, Que la consommation... Voilà, ça se fait pas tout seul. Nous, quand on était petits, on disait la réclame avant, on disait même pas la publicité. On allait au cinéma. Enfin, il y a quand même un point important, parce que là, on pourrait laisser à penser que l'individu consommateur, il est libre d'acheter ou de pas acheter. Mais alors déjà, tu as la notion de propagande, comme tu viens de le dire, savoir voilà, la publicité qui formate des esprits, ça crée quand même un cadre qui fait que voilà, si tu n'as pas le dernier iPhone dans les cours de récré aux États-Unis, tu te fais harceler par tes copains, voilà. T'as ces trucs-là, et donc t'as une pression sociale en fait. Et puis surtout le point important, c'est qu'on décide de rien au niveau de la production. De rien du tout. Et là, Paris, il le dit, lui, ce qu'il veut, c'est une planification de la production en fonction des besoins. Oui, tu es obligé de faire une révolution si tu veux en arriver à planifier le travail. Ça, c'est un point intéressant sur lequel je peux rebondir. Moi, je vois pas le capitalisme s'auto-flageller et dire... Il ne va pas s'autodissoudre. Oui, il ne va pas s'autodissoudre. Les maoïstes... Moi, je suis têtu. Il est moins bon, là. Mais peut-être que les vrais décroissants, c'est ceux qui ne veulent pas bosser, en fait. Hein. Ah oui, mais ils font des sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qu'on veut remettre au boulot en ce moment. Donc il faudrait peut-être, je sais pas, il faudrait peut-être relancer les mouvements de chômeurs, enfin, les mecs, les RSA qu'on veut remettre au boulot. Et puis peut-être qu'au boulot, il faudrait moins bosser aussi. C'est-à-dire plutôt que demander des augmentations, on veut bosser moins. Pas forcément. Et casser la cadence sur les chaînes. C'est peut-être retrouver du sens au travail, simplement. Parce que les anarchistes sont très syndicalistes aussi, enfin les syndicalistes révolutionnaires, mais en fait ce qui manque aujourd'hui, je trouve, moi, c'est l'idée d'émancipation, quoi. On ne parle plus d'émancipation dans le monde du travail. Et le libre arbitre, moi je trouve qu'il y a, enfin je ne sais pas si on en parle au niveau des textes, des croissances et tout ça, mais le fait d'avoir un droit d'objection sur le travail, quand on est chômeur, qu'on cherche du boulot et qu'on dit, voilà, si vous refusez l'offre raisonnable d'aller produire des armes à
vitré, non, c'est pas vitré. ARL. Bah, Et regarde, très- dans le syndicalisme révolutionnaire, les mecs qui travaillaient dans les arsenaux, par exemple les dockers, à l'époque, ils refusaient de charger les bateaux d'armement. C'est plus possible. Mais ça fait Tu fais ça, parce tu que refuses parce ce qu'ils boulot-là, étaient tu te fais radier de ta bah ouais, mais à l'époque ils le faisaient. Ouais. D'ailleurs, quand on avait fait le truc, ces anarchistes Le à Brest, management, là, le management a changé. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. en fait. Mais ça, c'est comme consommer, c'est comme burner, quoi. C'est-à-dire, en gros, le management, ce mot n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, je savais même pas, je n'ai jamais entendu le management, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils inventent des nouveaux mots, là, comment il s'appelle le mec, le René, là, qui faisait un truc sur la Novlangue, des sketchs. Ah, Franck Lepage. Hein? C'est pas Franck Lepage? Oui, Franck Lepage, c'est intéressant quand il y a un truc, une vidéo où il parle de tous ces mots, ces nouveaux mots qu'on a inventés et tout. Et c'est vrai qu'ils ont... Enfin, il n'y a rien d'innocent dans le capitalisme, enfin tout. Mais non, mais en tout fait, est la pensé. différence au niveau monde du travail entre avant et maintenant, c'est que avant, tu pouvais te faire virer parce que tu gueulais, mais tu avais quand même le droit. Ouais, encore maintenant. Mais maintenant. Ouais. Cette c'est interdit avec eux. Ouais, mais en fait, c'est ça, maintenant, il y a une... Enfin là, je dérive au niveau du sujet, mais il y a une obligation d'adhérer à la mentalité du patronat, en fait. Oui, on Oui, te c'est demande ça, aux ouais. entretiens individuels. Une soumission à la pensée. Aux entretiens individuels, on te Ouais. demande Il n'y a plus de qu'est-ce que tu subordination, fais pour ouais. ta boîte, à titre Ouais, personnel, c'est ça. qu'est-ce que tu fais pour ton entreprise à titre personnel. Faut aimer, oui. Ils demandent ça dans les entretiens individuels. Mais dans les années 70, les ouvriers, ils auraient refusé un entretien individuel. Ils auraient dit au patron, on va te faire foutre. nous, on J'aime se ma défend- banque, j'aime mon On se défend patron, j'aime mon collectivement. entreprise. Moi, quand j'étais apprenti, j'ai pas le droit de faire grève. Les ouvriers me tiraient par la manche devant le contremaître pour dire mais il vient avec nous. Même s'il n'y a pas le droit de faire grève, oui, je peux travailler tout seul comme apprenti dans l'usine. Bah ça, c'est un truc que tu verrais plus aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une des grosses différences, c'est qu'il y a par rapport à avant, parce qu'aujourd'hui, moi ce que j'entends assez souvent, par exemple par rapport aux grèves qu'il y a eu par rapport aux retraites, moi je suis au RSA, du coup ça ne me concernait pas toutes ces histoires de travail, mais quand il y avait eu le mouvement des retraites, ce qu'on entend c'est on ne peut pas demander aux gens de faire trop de jours de grève parce que bah, ils ont des emprunts, Ils perdent de l'argent. ils perdent de l'argent. Et c'est un argument qui s'en trouve complètement, mais aussi ça montre comment on a changé. Je pense qu'une grosse différence, c'est qu'il y a un manque d'espoir de la part des gens qui travaillent, parce que il ne faut pas oublier que il y a 100 ans, il y a 120 ans, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas de RMI. Quand les gens ils faisaient grève, ils n'avaient pas de réserve non plus, il y avait des caisses de grève qui étaient mises, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien. Et du coup, quand les gens arrêtaient de bosser, faisaient la grève, se faisaient virer, déjà il y avait aussi, la police elle est violente aujourd'hui, mais avant la police elle tirait à balles réelles. Sur les gens ils risquaient donc de se faire tuer, et quand ils étaient virés de leur entreprise parce qu'ils avaient fait grève, il n'y avait pas de protection syndicale à l'époque, et ils se retrouvaient avec véritablement zéro revenu, un peu de la même façon qu'aujourd'hui ils nous disent si tu refuses 2 boulots, parce que là, pour le RSA ça va être 2 boulots, si on en refuse 2, le deuxième on se fait virer du RSA. C'est terrible, mais le fait est qu'aujourd'hui on se dit, mais moi je me le dis, je vais pas pouvoir, si je me retrouve dans la situation où on va me virer du RSA, je vais dire oui. Mais c'est parce que je ne crois pas au fait que le combat peut être gagné. Alors qu'il y a 100 ans, ils se seraient retrouvés dans une situation aussi pire que la mienne, mais disons qu'il y avait l'espoir de gagner qui disait qu'ils osaient sans doute se battre. Et surtout, si je peux me permettre, il y avait un tissu social Voilà, c'est ça. qui disait que les gens étaient solidaires et se soutenaient entre eux, et que tu ne te retrouvais pas à la rue aussi facilement. Oui. Parce qu'il y avait des gens qui étaient... Il y a un système d'entraide voilà. que certains appelaient l'autoconsommation. Par exemple, pour remplir son frigo ou quoi que ce soit, les gens, on leur donnait des produits ou quoi que ce soit. Donc, oui, l'époque n'est pas du tout la même, mais c'est vrai que maintenant, moi, l'argument de dire oui, mais je peux pas faire grâce parce que j'ai des prêts et tout, alors que le mec, je savais qu'il gagnait 2 fois plus que moi, je dis ouais, mais t'es gentil, il faut aussi faire des choix dans la vie. Hein. Tu peux débrayer quand même. Tu as le droit de débrayer en entreprise sans perte de salaire. Tu as le droit de débrayer 1 heure ou 2 heures, un truc comme ça. Il y a ce truc-là. Si tu n'es pas d'accord, tu es délégué syndical. Moi, je l'ai fait une fois dans ma boîte de travail handicapé. J'ai dit au mec, il voulait nous piquer des heures, ne pas nous payer des heures et nous offrir un pot avant les vacances. Sympa, hein?
moi j'ai dit, moi je vais pas au pot si je suis pas payé, tu rigoles quoi. Et on avait fait un vote dans l'atelier pour demander aux gars qu'est-ce qu'on fait. Il y avait eu des assemblées générales dans tous les coins et tout. Parce que moi je savais qu'on pouvait au moins dire non, quoi, ce genre de proposition. Il y avait des cadres, des gens des bureaux qui voulaient dire oh ben, on fait ça pour vous, on organise une petite fête l'après-midi pour vous. Bon, c'est milieu très cato, machin aussi, mais il y a des possibilités dans l'entreprise, même quand tu travailles. Moi, je me rappelle, j'avais un copain, il me disait on bosse ce matin et l'après-midi on va se fumer une clope. Tu peux dire, tu peux essayer de gérer l'effort de production à ta sauce, à toi, et puis non, il y a mais, plein de petits trucs. Individuellement, tu peux rien. C'est pour ça que les managers ont été mis en place à la place Bah des chefs voilà, de service. exactement, Donc, bah oui. c'est un encadrement social et politique au sein même de l'entreprise qui, effectivement, souhaite mettre en place un encadrement au plus près, y compris des esprits, quoi, qu'il entend contrôler. Ça, on contrôle les esprits, ouais. Mais voilà, enfin, moi je suis absolument convaincu que cette situation-là, elle peut se retourner sans que personne ne s'y attende. Ce que vous disiez, c'est enfin, vous... Le problème, c'est peut-être aussi que le modèle de réussite, c'est que le modèle de réussite, c'est parce que tu possèdes, et pas un modèle de réussite par les liens que tu tisses avec les autres. Donc les gens, s'ils n'ont plus de possession, ils se vivent comme des losers, quoi. Et, du coup, ils sont prêts à tout, en fait, pour posséder. Mais ça, c'est aussi... Oh non, vas-y, t'es sûr c'est aussi qu'il y a la manque des... Enfin, une perte de... Bah, on en dit, sur la perte des corps sociaux qui pouvaient organiser. Alors, regarde, beaucoup qu'on peut critiquer sur le fait qu'il y avait plein de problèmes, genre par exemple le PC, pas bien, c'est sûr, mais d'avoir des environnements sociaux, des clubs de supporters par exemple, qui il y a un siècle en France étaient des trucs qui organisaient vraiment les vies de quartier des fois, ou les vies de la ville, il y avait des systèmes de solidarité entre eux. Il y a ce sentiment, c'est vrai, d'être seul, parce que toutes les structures un peu rassurantes, même si beaucoup paternalistes ou problématiques sur plein de points, qui entouraient la vie des gens, la plupart sont mortes, ou elles sont, ou à part dans des petits groupes, quoi, mais y a plus, même pour aller plus loin, il n'y a plus l'église, enfin, avec tous les problèmes que ça pose, mais voilà, c'était des trucs qui encadraient la vie et qui donnaient une sorte de sécurité, au moins affective, à un certain niveau, d'avoir des gens qui tiennent à vous, qui s'intéressent à votre... Tu avais des patronages laïques et tu avais des patronages catholiques. Et en fait, les deux se faisaient un peu concurrence. Tu avais même des... J'ai entendu sur France Culture un vieil anarcho-syndicaliste qui disait, syndicaliste révolutionnaire, qui disait que quand il était allé d'Angers à Nantes, il disait à Nantes, les syndicalistes révolutionnaires organisaient des sports ouvriers qui ne se mélangeaient pas avec il y avait des sports pas trop longs, enfin, il y avait des entreprises. Ils étaient toujours en opposition, quoi. Il y avait... et cette idée de classe, de s'identifier à une classe et de créer, c'était ça la force du syndicalisme révolutionnaire, c'était de dire l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc tu regardes les trucs de Trélazé, là, il y avait beaucoup d'anarcho-syndicalistes à Trélazé pour les ardoises de Trélazé, c'est très intéressant ce truc. Et les mecs, ils avaient fait un truc de maraîcher parce qu'ils ne voulaient pas aller, pour pas aller ranger sur le marché d'Angers, ils habitaient à côté, donc ils avaient créé une coopérative ouvrière où les gens pouvaient venir faire leurs courses et acheter à manger dans cette coopérative. Et tu retrouves ça dans le mouvement ouvrier. Avant, tu avais cette idée de s'auto-organiser pour se nourrir. Les marins-pêcheurs, ils avaient leur truc pour acheter leurs propres vêtements. Là, tu portes un truc... mais moi, je me rappelle, dans les années 70, on avait encore acheté des vareuses de marins-pêcheurs. Dans les années 90, les docks, on allait les acheter à Jersey parce qu'il y avait la coopérative maritime. Ouais, donc voilà. C'était pas cher du tout, en fait. Mais il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait une idée d'émancipation dans la classe ouvrière qui aujourd'hui a complètement disparu, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, on n'est que à manifester pour pas faire, pour les retraites, pour les salaires et tout ça. Non, mais il n'y a plus l'idée de s'émanciper de l'argent, du capitalisme, quoi. Alors qu'avant, ça existait. Il y a Le marché de la drogue, effectivement, Voilà, ils il y ont en a tous qui les vont en pouvoirs, tôle. il y a Oui, des ça- zones de non-droit qui leur appartiennent. Oui. Donc, mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'autres systèmes globaux qui puissent prendre la place du capitalisme. Il y a des émergences comme celle-là, ponctuelles, enfin, pas seulement ponctuelles, parce que l'islamisme, c'est vrai que ça se propage. Mais c'est vrai, le passé d'une illusion, par exemple, à un moment, on a cru à cette grande alternative par rapport au capitalisme, et en fait, ça a foiré. Et maintenant, il n'y en a plus d'autres. Enfin, je veux dire, en Chine, ils sont capitalistes, en Russie, partout, quoi. Enfin, sauf peut-être en Corée du Nord. Mais C'est ça, le capitalisme. et même le paradis artificiel, c'est un échappatoire. Et la difficulté de tout ça, c'est qu'on est face à un mur. Tout le monde sent qu'on arrive au bout d'un système, mais il n'y a rien d'autre pour le remplacer. Alors Parce donc, que le communisme a échoué et que même nous, en tant qu'anarchistes, on va nous dire mais vous faites partie de cette sphère communiste. En gros, vous êtes, on nous assimile à ça. Il ne faut pas ouais, enfin, rêver. ça n'empêche pas d'apporter d'autres idées aussi. Voilà, non mais le système, souvent tu parlais de gens, te dire, oh, tu écoutes LCI par rapport en Ukraine et tout, si, un jour il parlait de, il y a quelqu'un qui avait parlé de Magno sur le plateau, et tout de suite il y a une fille qui a dit, oh oui mais c'est pareil, c'est du communisme, c'est du communisme. Mais, Voilà. mais pour eux, pardon. J'ai connu. Oui, on n'est Moi, pas content, on aimerait bien comprendre. mais moi j'ai fait on du comprend Bourdieu pas. à 12 ans, à 13 ans, parce que quand j'étais exclu d'école, j'habitais dans une cité Castor, mes copains ils étaient soit virés comme moi, arrivés, ils faisaient même pas une sixième normale. La sélection se faisait en primaire à l'époque. Et moi je fréquentais des mecs qui étaient toujours au lycée, qui avaient réussi. Les mecs avaient réussi, quoi, en gros, qui étaient passés en secondaire. Donc, ben, j'ai vu qu'on se séparait, tu vois, parce qu'on avait tous, on était une trentaine à avoir à peu près le même âge, on s'est quittés. Et j'ai vu les gens se diviser par l'école, c'est-à-dire qu'ils fréquentaient pas les mêmes bars, par exemple, quand on était jeunes, ils n'allaient pas dans les mêmes, ils n'avaient pas du tout la même, ils n'écoutaient pas la même musique, ils n'avaient pas la même façon de vivre. Et ceux qui étaient les plus violents, c'était ceux qui avaient été déclassés scolairement. Mes copains qui étaient comme moi déclassés, moi j'avais une éducation un peu politique, je ne tombais pas dans les bastons du samedi soir, et le côté Gérard Lambert dont parle-nous. Mais eux, ils allaient, le samedi quand ils sortaient, c'était pour aller à la baston quelque part. Parce qu'il fallait qu'ils ça venait vite en buvant quelques canettes, hein, mais il y avait ce côté, tout ce côté-là, au cœur des années 60 et tout, des années 50 et tout, c'était des petits loupards qui étaient... ils avaient leur code, ils avaient leur propre code et tout. Mais après, par rapport à la frustration, le problème, c'est pas... Enfin, de mon point de vue, forcément, comment la gérer, c'est comment empêcher des prédateurs de l'exacerber à des fins mercantiles. Si on revient par rapport au problème de la décroissance. Ouais, si on peut revenir effectivement sur le sujet de la soirée un peu plus. Moi, je trouve qu'on a quand même... Enfin, là, on est au pied d'un mur, en fait. Et on a une chance, entre guillemets, c'est que tout le monde voit le mur. Enfin, même... je disais tout à l'heure, des institutionnels, des chefs d'État, des représentants de l'ONU, des centaines, des milliers de scientifiques du GIEC, des officiels très bien rémunérés disent qu'on y va. L'humanité court à sa perte. Donc on a là une opportunité assez importante de décider de ce qu'on veut faire. Ou de laisser les autres, comme d'habitude, décider de quelle sauce on va être mangé. Mais c'est à peu près clair quand même pour tout le monde que le capitalisme est responsable de la situation environnementale. Et quand je dis environnementale, c'est pas que le réchauffement climatique. Il y a 6 des 7 limites planétaires qui sont franchies, etc. Donc à tout point de vue, là, on assiste à un véritable effondrement, enfin pas que écologique, mais vraisemblablement à
moyen terme civilisationnel. Enfin, en tout cas, c'est un peu compliqué de faire de la politique fiction, mais en 2004, effectivement, on parlait des petits-enfants. Là, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire les petits-enfants les enfants qui seront accablés par le désastre engendré par le capitalisme. Donc, sachant ça, objectivement, factuellement, voilà, il y a tous les chiffres, machin. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on sait qui décide, quand même. On sait que ce sont les propriétaires des moyens de production, on sait que c'est des poignées d'actionnaires, on sait que c'est des poignées de milliardaires à l'échelle de la planète. Est-ce qu'on continue à les laisser faire ? Est-ce qu'on dit rien ? Alors, bon, effectivement, on peut parler de moi, je suis un peu aliéné avec mon prêt immobilier. Ouais, moi, je pense que c'est bien d'aller à la messe. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est pas ce que les individus peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire, tout seul, quoi. C'est comment collectivement on décide, on essaye en tout cas de créer une pensée collective pour contrer tout ça, quoi. Ce rouleau compresseur, tu disais tout à l'heure, effectivement, bon, il y a plus d'alternatives quelque part, quoi. Mais moi, je pense qu'à la limite, si tu veux, le bloc de l'Est, ça n'en a jamais été une d'alternative. Le communisme, il n'a jamais existé, en fait. Il n'a jamais existé. Peut-être ponctuellement, en Espagne, des millions de personnes ont tenté de le faire vivre, oui. Ouais, réellement, de socialiser la production, de le faire tourner pour eux-mêmes, etc. À l'époque, les problèmes environnementaux, ils ne se posaient pas. Ouais. Mais en tout cas, ils ont essayé. Mais là, maintenant... Ça a été un espoir, une croyance, alors que maintenant, on n'a pas d'espoir ni de croyance. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc là, effectivement, c'est comment on fait pour amener ça. Avec le nouveau paradigme, pour utiliser des mots chouettes, maintenant, on sait qu'on est droit dans le mur, quoi. Donc, et qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le plan des questions environnementales. Voilà. Donc comment on se regroupe, comment on s'organise, etc. Et Timothée Paric, lui, il a des idées sur comment organiser la société. Et bon, c'est quelqu'un qui il est invité dans plein de conférences, dans des médias, etc. Donc il a plein d'idées. Et c'est pas le seul, bien entendu. Et il est évident que certaines de ces idées vont pouvoir être récupérés par des gens pas forcément bien intentionnés, parce que il y a quand même certaines de ces idées qui dérangent pas tant que ça. Et à contrario, il y a des gens qui peuvent avoir envie de changer les fondements de la société, réellement, qui peuvent aussi s'inspirer d'une partie de ce qu'il a dit. Donc peut-être, ça vaudrait le coup de parler un petit peu de tout ça aussi, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresserait un petit peu, c'est d'être dans la tête d'un productiviste, capitaliste, sachant ce qu'il sait, puisque on sait qu'on court à la perte. Ouais, depuis 72, le rapport Médoc. Peut-être justement, est-ce que lui, eux, ces gens-là, dans leur tête, ils voient quand même une planche de salut qui pourront, eux, être sauvés, ou comment que ça se fait qu'ils continuent quand même, quoi. L'argent, oui, mais l'argent, ça les fera pas. S'il y a il y a le nucléaire, il y a la pollution. Ils sont toujours au-dessus, c'est pas gênant. Au-dessus de quoi? Quand on est justement au-dessus. Ils survivront pas plus que. Mais bien sûr que si. Ils se déplacent. Dans un bunker, tu parles de ville. Oui, non, ce sera pas. Ils parlent d'acheter des îles pour. Même les îles, elles seront. S'il y a des centrales à tour de bras qui vont éclater, etc., c'est la terre entière qui va je suis d'accord qu'ils peuvent se voiler la face en se disant ça, mais n'empêche qu'ils sont rien sans les travailleurs en dessous d'eux. Donc très vite, si tous les travailleurs sont morts et qu'ils sont tout seuls sur leur île, très vite ils vont mourir. Ah bah oui, la pollution, etc., ils survivront pas longtemps. Ça va pas être comme ça, il va y avoir une décomposition, une recomposition, c'est aussi le propre du capitalisme. Ou alors ils tuent tous les petits. Ils ont des systèmes fascistes en place. Mais peu importe, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Si l'eau est polluée, l'air est pollué. Oui, mais il y aura toujours des endroits, il y aura toujours des zones habitables, jusqu'à la moindre parcelle. Moi j'y crois pas. C'est eux l'anarchie, c'est pas nous. Tu peux les laisser parler. Moi j'y crois pas. Un truc aussi qui... Oh pardon. Vas-y. Un truc qui fait que ça tient, comment
ensemble. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pas tant pourquoi ça change pas, mais comment ça se fait que ça continue alors que c'est vrai qu'objectivement c'est absurde. Et notamment, je pense que cette idée de il n'y a pas d'alternative, c'est très fort. Dans le sens où, comme tu disais au début, il y a un peu un imaginaire réactionnaire avec l'écologie et tout ça. Avant, il n'y avait pas le capitalisme comme c'était et c'était mieux avant. Et je pense que c'est merdique et que c'était pas chouette avant, mais c'est vrai qu'au moins, plus on va avant, moins le capitalisme avait gagné. Et aujourd'hui, le capitalisme est hégémonique dans nos têtes. Et ça fait que je pense que pour plein de gens, la question, c'est pas tant est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça, mais de toute manière, il n'y a que ça qui est possible. Oui, c'est ça. Et notamment, moi, il y a un truc qui m'a un peu manqué dans ce livre-là, et pourtant que je voyais, mais qui nomme jamais, c'est les questions d'individualisme. Et il en parle un peu justement dans la partie que tu as dit qui était un peu compliquée sur comment la marchandisation, ça étiole le lien social et tout ça. Et c'est vrai que plus ça avance le capitalisme, moins c'est possible d'imaginer un avenir différent, parce que pour imaginer un avenir différent, par exemple décroissant, il faut se faire confiance entre nous. En fait, il y a un gros côté de ça sera jamais des solutions individuelles. Et le problème, c'est qu'on est devenu de plus en plus conditionné à toujours penser de manière individuelle. Et, notamment, moi je suis pas de base emballée par l'imaginaire écolo, parce que justement il y a dans les écologistes mainstream un peu ce truc de on commence par soi et il va falloir prendre sur soi, par exemple. Alors que pour moi c'est incroyable de dire aux gens il faut prendre sur soi, il faut faire attention à pas trop consommer, alors que si on consomme trop, c'est pas parce qu'on en a envie, c'est pas parce qu'on est des êtres de désir insatiables, c'est parce qu'il y a de la pub qui nous pousse à le faire. Et du coup il y a une solution radicale et collective qui existe à ce problème-là, et à chaque fois on en vient à toujours réfléchir. Pour culpabiliser. C'est ça, à culpabiliser, et du coup à voir des trucs insolubles, parce que on n'arrive plus, on n'a plus ces liens de solidarité et cette confiance qui nous permet de dire ensemble on va pouvoir changer, je pense. Parce qu'ils l'ont cassé. Si, il y a des gens qui recréent des liens de solidarité, mais en dehors du système marchand, et justement, c'est bien là toute la difficulté, c'est que on a l'impression que sans le système marchand, on ne peut plus rien faire. C'est le piège. C'est vrai que rien n'échappe au marché, et puis c'est un marché global. Tout le monde a la même idéologie. C'est même illégal. C'est même illégal en France. Vous n'avez pas le droit de faire du chiffonnage, de récupérer dans les poubelles. Vous n'avez pas le droit de faire du troc. Oui, voilà. Ouais. C'est devenu toutes ces économies qui sont parallèles, alternatives, on les appelle comme on veut, mais qui ne font du mal qu'au marché, sont illégales. C'est considéré comme illégal, mais ça passe. Les trois quarts passent sous le radar parce que voilà. Ça... C'est la mondialisation grise. C'est ce qu'on ne peut pas quantifier, ce qui n'est pas légal au sens officiel. Ou pardon, moi je vais prendre un exemple qui est connu de tous, le phénomène Vinted. Beaucoup de gens se disent c'est génial et tout, ça permet de faire des cadeaux à pas cher, d'habiller ses enfants à pas cher et tout, parce qu'on recycle et tout. Sauf que non, c'est un plus, c'est encore plus pour pousser la consommation, parce qu'on est à l'affût de la bonne affaire, etc. C'est pervers. C'est plus pernicieux, c'est que ça a permis aux gens qui achetaient énormément de moins perdre d'argent. Oui, de consommer Oui, aussi, oui. Ça a accéléré ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion. Mais c'est ce que je trouve un peu le piège dans la décroissance, c'est qu'on a des récupérations aujourd'hui qui sont complètement aberrantes. Dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, vous avez le dévendeur. Un homme qui je me suis dit c'était drôle ça. Moi j'attendais le moment où on allait peut-être en parler de ça, au secours la décroissance devient fashion, à la mode, sponsorisée par le gouvernement. Oui, mais... Même les libéraux ont critiqué ça. Oui, j'ai entendu les mecs sur LCI qui critiquaient ce genre de... Ils critiquent parce que certains, le vêtement maintenant c'est en crise, et effectivement les petits commerçants, ils gueulent. Effectivement, si on dit qu'il ne faut plus acheter de fringues, mais pourtant l'idée est bonne. Mais que les gens s'organisent eux-mêmes. Moi j'ai beaucoup fréquenté
été avec les gilets jaunes, les gens, moi j'ai vu des gens très très pauvres s'organiser vachement pour se faire la soupe ensemble, etc. Et Oui, dans la lutte, dans la lutte. et justement, c'est là c'est ce qui fait très peur au pouvoir justement et Ah, mais ils n'aiment pas, ça leur à échappe. l'État, parce qu'il faut voir comme les gilets jaunes se sont fait massacrer la gueule quand même. Complètement, et personne n'a rien dit. Éborgnés et tués, enfin Ouais. tout ce qu'on veut. Et je pense que c'était une très grande crainte parce que justement les gens commençaient à s'organiser, à s'entraider. Il y avait l'entraide, Ouais, franchement. il Il y fallait avait arrêter peut-être de ça. tout dans les gilets jaunes, je veux bien croire, mais il y avait Je quand suis même de d'accord avec vous, l'entraide. mais moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une réaction beaucoup plus grande de la part des organisations, même syndicales et tout ça. En 68, Mais quand les on a organisations tapé- quand on syndicales, a ils commencé étaient à contre taper les sur gilets les jaunes étudiants, au début. Ils nous traitaient de fachos et tout ce qu'on on a eu veut. une grève Et générale en inversement, 68 parce qu'on a traité les Et étudiants. inversement, oui. Là, Bah. on a éborgné des gens, vous vous rendez compte, c'est Mais éborgnés, arracher les bras, enfin, arracher etc. les mains et tout On ça. n'a voilà. jamais Et vu il y a- une répression Il n'y a aussi pas eu, grave. dans les entreprises, tout ça, il n'y a même pas eu de réaction. Quand tu parles de casser les mythes, C'est gentil. C'était juste pour réagir à ce que tu disais sur comment faire parler par rapport au fait qu'il y a le mur devant, tout le monde le voit. Moi je pense, et c'est quelque chose que j'ai toujours défendu, ça fait 10 ans que j'en parle souvent, c'est que je pense qu'un des gros problèmes qu'on a en politique, notamment à l'extrême gauche ou chez les anards, tout ça, c'est le discours de l'urgence. Et c'est un discours qui pour moi est contre-productif et qui sert toujours le pouvoir en place. Le fait de dire dans 20 ans, surtout quand c'est de l'urgence, mais d'urgence à moyen terme, qui n'est pas dans un an, on est tous morts, mais c'est dans 20, 30 ans, 35 ans, la civilisation va peut-être s'effondrer ou des choses comme ça. Ce genre de discours, anxiogène, je pense, ne nous servira jamais nous. Le pouvoir qu'on peut avoir, à mon avis, à l'extrême gauche, ou je sais que des fois les anards n'ont pas de terme d'extrême gauche, on va dire chez les anards, c'est un discours émancipateur et d'espoir. Là où la force de la droite et du pouvoir en place du statu quo, c'est justement de faire peur. Et je pense que la décroissance, ou tout autre terme qu'on utiliserait pour en parler, peut être positif si on parle justement de toutes les choses que ça apporte de bien. Mais le fait de dire à des gens qui aujourd'hui ne voient pas d'alternative, il faut que ça soit réglé dans 20 ans, ou sinon vos enfants ils mourront, pour moi ça crée une peur qui paralyse beaucoup plus que quelque chose qui va faire que les gens vont aller dans la rue pour s'organiser ou des choses comme ça. Si on donne un temps très court et une tâche énorme, les gens vont juste abandonner. Et surtout que justement il n'y a pas d'alternative qui existe déjà et qui est reconnue comme telle par une bonne partie de la population. Donc je pense que voilà, le discours d'urgence n'est pas très productif là-dessus, je pense. Et donc plutôt se focaliser sur tout ce que ça apporte aux gens, parce que justement il y a une insatisfaction de la population sur le fait qu'ils n'ont pas assez de revenus, que l'éducation, ça se passe pas bien, enfin il y a une énorme insatisfaction par rapport au capitalisme. Montrer comment on peut régler leurs problèmes, je pense que c'est très bien. Leur dire faites gaffe dans 20 ans si vous n'avez pas tout changé dans la société, ça va s'effondrer. Pour moi, de un, ça paralyse, et de deux, ça fait que les gens se disent on n'a pas le temps, nous, de mettre en place une alternative, on va donc faire confiance à nos dirigeants, même si on ne les aime pas, pour mettre en place des mesures agressives, on va dire, autoritaires, voilà, de la part de la police, de la part de nous, parce qu'on n'a pas le temps de s'organiser. Voilà, donc il y a juste s'éloigner du discours d'urgence, même si je nie pas le fait qu'il y a urgence. C'est juste, je pense que c'est pas un discours qui est émancipateur. Et dans les solutions qu'on peut proposer sur justement la décroissance, moi je vois deux de ce discours-là. C'est la valorisation par l'éducation. L'éducation, à mon sens, c'est la base de beaucoup de choses. L'éducation, elle permettrait, ne serait-ce que de dédiaboliser ce terme de décroissance en expliquant. Éduquer, ça veut dire aussi valoriser des initiatives qui existent déjà à la décroissance, des communautés, ce qu'on appelle des utopies, mais qui n'a plus vraiment de sens puisque ça existe. C'est aussi faire comprendre l'intérêt d'en parler, que ce soit des villages, des micro-communautés. Le principe même des anarchistes, ça a été aussi des villes par micro-communautés, d'expliquer le bien fondé, le bon sens. La décroissance, c'est aussi revenir à des échelles. En géographie, on parle beaucoup de territoire. La notion qui est sous-jacente à tout le discours de la décroissance, c'est aussi la lutte contre les inégalités. Et pour parler de lutte, il faut expliquer, donc éduquer aux inégalités, ce me semble. Et l'éducation rejoint un peu tous les points qui ont été abordés, à savoir parler de terminologie, parler de valorisation, parler de comment on applique. Parce que
On peut être contre le fait que les initiatives viennent des individus ou viennent des petits groupes d'individus, mais le fait est que c'est pour l'instant ce qui marche contre les instances qui sont pour le coup capitalistes. C'est créer ces petites initiatives, les valoriser, les apprendre et les disséminer par l'éducation. Ouais, mais le problème... Faire communauté sur d'autres bases que celles du capitalisme. Ouais, mais C'est ça. Et les valoriser. Le problème de l'éducation, c'est pas celui qui éduque qui impulse, c'est aussi ce qui est en dehors, les écrans et ça. Enfin, mais l'éducation, c'est ses propres parents, c'est pas. Oui, mais On sous-traite pas l'éducation. Tu sais, il y a une démission des parents aussi, tu sais, ils mettent leur gamin. Ah oui, mais justement, c'est ce que veut Macron, il veut réarmer la démographie. Donc il dit, faites des gamins, mais ne vous inquiétez pas, nous on s'occupe de tout. Mais c'est pas simplement des enfants, c'est tout ce qui est ce qu'on est en train de faire. L'éducation populaire. Non, mais leur apprendre des valeurs, mais ça, c'est pas l'éducation nationale qui vont. Moi, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est aux parents eux-mêmes. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Moi, je pense que les gens sont assez lucides. Il ne faut pas attendre de l'école qu'ils émancipent Il y leurs a besoin tant enfants. que ça de les éduquer. On n'est pas plus malin que la plupart des gens. L'école n'a pas vocation à émanciper. Ils sont assez lucides, c'est qu'on ne va pas créer des élites. L'école de la On ne va République, pas en créer principe. des élites, on n'est pas. Moi, je trouve qu'on n'a pas à éduquer les gens. Ouais, mais enfin, il y a encore quelque chose. Oui, il faut encore y croire. Non, Ah oui, non. Pas nécessairement parce que. Déjà, il faudrait mieux les payer. C'est parce qu'il n'y a pas de mieux les perspective que les gens valoriser, ne vont pas à la lutte ou on ne sait pas comment. Personne ne sait comment faire. Et puis Il faut parce pas que garder. Les autres gens ne sont pas plus cons que nous. Faut pas croire. Moi, je ne crois pas. non, mais en fait, C'était pas notre plus il y a priori. un filet de sécurité au niveau lien social et solidarité dans un groupe, et plus les gens prennent de risques pour se battre pour ce qu'ils veulent, quoi. Parce que les gilets jaunes, c'est ça, ils se serraient les coudes. Enfin, les grandes grèves à lointaine époque. Les chômeurs. Non, encore plus loin. Des vraies grèves. Quand les vraies grèves, hein, voilà, c'est ça. Les chômeurs font pas grève, Claude. Il y avait des syndicats qui étaient hyper balèzes. Enfin, les chômeurs font. Si, les chômeurs font grève. Hein. Bah, t'as pas de travail, tu fais pas grève. Bah non, Non, mais moi j'ai incité les autres à faire grève. Quand j'étais chômeur, j'allais distribuer des tracts à la sortie des boîtes. Mais ça, c'est de l'éducation, par exemple. Ouais, Pardon de revenir à ça, mais l'éducation, c'est pas forcément l'éducation populaire. Mais quand on parle de réseau de solidarité, par exemple, c'est pas simplement donner à manger ou écouter la parole de l'autre. Ça veut dire aussi transmettre, politiser. Politiser, la politéia, dans sa sémantique, c'est l'organisation d'une cité. La politique, elle se transmet aussi par l'éducation des adultes. Et c'est les adultes après qui disséminent à d'autres adultes ou à d'autres enfants, on s'en fout. L'éducation, c'est un individu qui s'élève au-dessus de sa condition de base, quelle qu'elle soit. Donc l'éducation, ça passe aussi par la politisation des individus et redonner du sens à la responsabilité de ces individus. Vous parliez de liberté tout à l'heure. C'est un terme qui est important, mais c'est un terme, je suis d'accord avec vous, ça fait peur aux gens. Qu'est-ce que je vais faire de ma liberté? Quand je travaille 10 heures par jour, je rentre chez moi, j'ai mes tâches, j'ai tout un tas de choses, j'ai mon habitus qui m'encadre, dans le sens qui me donne un cadre et qui m'empêche de voir certaines choses. La liberté, elle peut faire peur parce que quand on en a et qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent dépossédé de son pouvoir d'action, de son pouvoir de pensée. Éduquer à la liberté, ça veut aussi dire tu es responsable de ta liberté, à toi d'en faire quelque chose. Tu viens nous voir. Oui. Tu viens ici. Discuter comme tu viens là. Par exemple. Mais ça veut dire aussi c'est un lieu d'émancipation. Ouais, parce qu'il ne peut pas exister de liberté individuelle dans une société qui crée de l'aliénation. Donc, nous, effectivement, ce qu'on essaye de faire ici modestement, c'est de l'éducation populaire. Donc, il y a une prétention politique, enfin de politisation, effectivement, des gens qui viennent ici. Créer du lien, se faire confiance, enfin tout ça, c'est tous les mots qui ont été cités tout à l'heure, en fait. Enfin, ça m'a questionné vraiment ce que tu disais par rapport au fait de faire peur, en fait. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut mettre en avant ce qui est positif pour donner envie aux gens, en fait, de se bouger, de se regrouper. Mais il existe, en fait, déjà, ici on n'est pas nombreux, mais au-delà de notre cercle, il y a... Et au-delà des initiatives, des petites initiatives, des petites ZAD, des petits trucs comme ça, enfin, il y a déjà, y compris dans le cadre actuel qui est pourri, capitaliste, il y a des structures de contre-pouvoir
théorique et pratique. Enfin, il existe des organisations syndicales, par exemple, dans le monde du travail. Bon, on peut trouver qu'elles ne sont pas satisfaisantes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles revendiquent, et ainsi de suite. Pour autant, c'est le reflet aussi du monde du travail, quoi. C'est de ce que les travailleurs en font. Enfin, la CGT, il y a plus d'un siècle, était syndicaliste révolutionnaire. Elle avait la prétention à la fois d'améliorer les conditions de travail au quotidien, des exploités, mais à terme aussi de changer la société. Donc, et ça, c'est toujours écrit dans la charte d'Amiens. Et la CGT, Force ouvrière, Sud, au moins en France, pour ces organisations syndicales-là, se revendiquent de la charte d'Amiens. Donc, c'est que quelques lignes écrites dans des documents de congrès, etc. Donc ces choses-là, c'est à faire vivre et c'est à faire connaître. Déjà pour les gens qui sont syndiqués. Moi, je suis allé à la CGT, qui est plus un syndicat révolutionnaire depuis bien longtemps. Systématiquement, en formation syndicale, j'étais amené à parler de la charte d'Amiens, par exemple. Ce qui faisait bien chier, d'ailleurs, ceux qui étaient en charge d'organiser la formation syndicale, qui était plutôt d'obédience PCF, quoi, voilà, clairement. Je pense que partout, il y a des petits coins comme ça, qu'on peut agiter, et dans des structures existantes. Que, effectivement, les décideurs, aujourd'hui, ils sont en train d'éclater. Alors moi, je suis pas un fanat du syndicalisme réformiste, je suis pas un fanat de toutes les structures d'encadrement de la société actuelle qui nous conviennent pas, de l'éducation nationale qui est faite pour dresser, les services publics qui sont gérés par un État qui est omniprésent avec une police fascisante. Puis un contrôle de plus en plus permanent. Voilà, mais pour autant, ces choses-là existent, et s'il y a des services publics, s'il y a une sécurité sociale, s'il y a encore tous ces cadres collectifs-là, qui peuvent représenter un manque à gagner, certains du point de vue du capital, la sécurité sociale c'est de l'argent au moins pour les profiteurs de la santé, eh bien c'est parce que des gens se sont battus en fait pour avoir ces trucs-là. Donc charge à nous déjà de défendre ces structures-là, et puis de mon point de vue, de les réinvestir, de les repolitiser, de réinjecter vraiment du sang neuf. En fait, il faudrait plus de gilets jaunes dans les syndicats, voilà, plus de révoltés, mais vraiment, plus de syndicalistes chez les gilets jaunes, voilà, c'est-à-dire plus de gens qui vont revendiquer des augmentations de salaire à leur patron du lundi au vendredi, plutôt que le samedi sur un rond-point où ils vont pas faire chier leur patron, quoi. Voilà. Donc pour le dire cash. Là, tu prends une espèce de crispation sociale. Moi, je pense que. Ouais, mais je pense qu'on est en guerre. On est en guerre, clairement. On est en guerre sociale. Je pense qu'effectivement, c'est un terme repoussoir, la décroissance, mais on devrait s'interroger sur la croissance, la mettre en doute, quoi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'absurdités. Où est-ce qu'on va et ça. Tout le monde devrait s'interroger sur la croissance, aussi bien sur les pauvres que les classes moyennes, que les patrons, tous. Quel sens ça? Et retrouver effectivement un sens éthique, ceci, cela. D'autres valeurs, les pauvres, ils consomment pas. De valeurs de partage et des choses comme ça. Se dire, c'est peut-être pas le plus qui va me rendre heureux, mais le terme, ça doit plus être le PIB. Effectivement, il faudrait inculquer ça, faire sentir ça dans l'éducation, dans les gens quand ils discutent, à un endroit comme ici. Et tu vois que ça se propage, qu'on commence à essayer de se dire, mais effectivement, face à l'absurdité, et puis face à ce qui nous attend, c'est-à-dire, en plus, il va y avoir un emballement avant que ça n'arrive. Mais ceci dit, on en est loin. Je pense qu'il y a deux notions qui voudraient le coup d'être mises en avant quand on essaye d'aller vers une bataille d'idées, on va dire. Des choses extrêmement basiques qui sont plus du tout évidentes. C'est le fait d'avoir le droit, pas d'avoir une opinion, mais d'avoir une vie soit en conséquence des opinions qu'on a.
c'est-à-dire ne pas travailler pour fabriquer des armes ou pour élever des cochons ou pour faire des trucs qu'on estime non éthiques et sans avoir de réprimande de la part de la société, sans être contraint à accepter en fait pour réussir à vivre correctement. Et deuxième chose, c'est remettre les choses à leur place, c'est-à-dire essayer de réinjecter dans les esprits que c'est horrible, hein, ce que je veux dire, c'est un basique mais abominable. Vous allez m'envoyer, je sais pas où, mais pas à la fédération. C'est le fait que l'argent ne peut pas tout acheter en fait, et que le fait que les très riches polluent infiniment plus que n'importe quel salarié de la classe moyenne n'est pas justifiable en fait d'un point de vue éthique, et qu'il n'y a pas de passe-droit en fait sur la destruction de la planète. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Bah, oui, mais enfin là, les trois quarts des gens sont d'accord, je pense. Hein, bah oui, les trois quarts à condamner des gens les sont riches. mais il n'empêche que... ouais, les trois quarts des gens sont d'accord. Ouais, d'accord. Mais... Il n'empêche que c'est quand même possible. Hein, et que je raconte des conneries. Non, moi je pense que... Enfin, mais tu veux prendre la parole? Non, mais... il y a des actions individuelles, par exemple les décrocheurs, je trouve que c'est pas inintéressant. Il y a les gens qui essayent de vivre en communauté, les ZAD, on parlait tout à l'heure. Enfin, il y a un tas de trucs qui... et même à une époque, les hippies, tu vois, on peut imaginer qu'il y ait comme ça des choses qui émergent, qui éclatent, et puis qui se propagent peut-être, et puis il y a d'autres idées qui commencent à poindre, et qu'on commence à penser différemment, globalement, quoi. Mais moi, pointer les riches, tu vois, ceux qui, comme je sais pas si c'était Carlos Ghosn qui prenait l'avion et tout ça, mais il avait 160 000 employés, des choses comme ça. Mais là, on pointe, mais ça règle pas le problème. Enfin, il y a des espèces de boucs émissaires, mais c'est au-delà de ça. Parce que là, on dit ça, mais après on dit rien, quoi. On fait rien, et on n'a plus de moyen d'agir. On pointe, mais c'est tout, quoi. Parce qu'on agit que quand on est acculé complètement. Quand on est solidaire aussi. Pourquoi en Espagne il y a eu une révolution comme ça? C'est parce que les ouvriers, il y a un truc que j'aime bien dans Vive l'Utopie, il y a un qui dit on était partout, au travail, sur les places. Il parle des anarchistes, hein, il dit on était partout, quoi. Parce qu'en fait ils étaient dans les Athénées, ils étaient sur les places des villages, ils étaient au boulot, ils avaient créé des trucs d'entraide, parce qu'il n'y avait pas la sécurité sociale, tout ça, ils avaient créé ce qu'ils appelaient la famille, le truc familial ou je sais pas quoi, où ils mettaient de l'argent quand un mec avait été malade ou quelque chose, tout le monde mettait sans rien dire une pièce sur la table et ils disaient à leurs collègues tu nous rembourseras quand tu pourras. Ouais, enfin, excuse-moi 2 secondes. On est dans une propagande globale qui n'a même pas de nom, quoi. Tu vois, le marché, effectivement, la consommation, tout ce qu'on a comme moyen de communication, enfin, tous les jours, regarde, un détail, je me baladais là, dans le centre, je vois un magasin où c'était marqué, enfin, un burger, je sais pas quoi, order here, tu vois, enfin, en anglais, enfin, tu vois, on est les gens, ça se diffuse, c'est infusé, enfin, tu vois, même ça, c'est des détails, mais ça veut dire quelque chose, quoi, d'une espèce de moule global dans lequel on est, même sans le savoir, même sans... Attends, il voulait prendre la parole. Moi je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les gens ne sont pas plus bêtes que nous, je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que les gens, sur beaucoup des diagnostics qu'on fait sur la société en tant qu'anard ou en tant que communiste ou quoi que ce soit, les gens sont d'accord. Les gens ont un sentiment d'insatisfaction, tout le monde est d'accord là-dessus. Les gens sont d'accord qu'il y a trop d'inégalités, tout le monde est d'accord là-dessus. Les gens sont d'accord qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Alors ça a un rapport avec la consommation, mais c'est une sensation d'être limité par rapport à ses besoins. Les gens sont d'accord. Et quand on parle d'éducation populaire, bah déjà l'éducation doit toujours aller dans les deux sens. C'est-à-dire que là où nous, moi je pense qu'on peut faire en tant que militant politique ou des choses comme ça, c'est apporter des mots. C'est-à-dire que les gens ont un sentiment, mais par contre, parce que ils ne sont pas en contact avec toute la réflexion anard ou autre groupe de gauche, ils n'ont pas forcément les mots à mettre sur ce qu'ils ressentent. Ils ont un sentiment de satisfaction, et quand on n'a pas toujours le mot, avoir un mot qui organise sa pensée, ça aide des fois beaucoup à dire... Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec l'extrême gauche plusieurs fois, c'est de me dire, mais oui, bien sûr, je le savais déjà.
mais le fait d'avoir quelqu'un qui disait mais ça c'est, je sais pas, le capitalisme, ça c'est les inégalités, ça a aidé beaucoup à me lancer dans le truc. Donc je pense que voilà, apporter des mots et pas leur expliquer la vie, c'est plutôt comme ça que je vois l'éducation populaire. Et c'est aussi après sur comment les gens veulent faire, une fois que... C'est pratique. Voilà, mais après la pratique, je pense que beaucoup des choses, les gens peuvent développer par eux-mêmes. Et c'est à ça qu'on voit les idées des luttes, que par exemple comme les Gilets jaunes et tout ça. Les gens se sont auto-organisés, c'est parti des ronds-points, c'est tourné en des manifs, il y a eu des sortes d'émeutes. Il y a eu Les chômeurs, en voilà, 95. exactement, il y a plein de... Pour ce qui est de... Une fois que pour moi, les gens ont déjà le sentiment d'insatisfaction, de colère contre le système actuel. S'ils se mobilisent, ils trouveront très facilement par eux-mêmes des modes d'expression et de lutte. Le seul truc pour moi qui manque, c'est le point connectant de se dire je suis pas seul à avoir cette insatisfaction et c'est quelque chose, enfin il y a un mot pour décrire ce que je ressens. Et je pense que déjà juste ça, évidemment ça, je le dis très simplement, c'est un peu plus long de parler avec les gens, mais je pense que c'est vraiment cette partie-là à faire, c'est pas à faire l'éducation. Hein. C'est pas pour dire que t'as tort, mais quand je parle d'éducation, je pense que quand tu parles d'éducation, c'est un peu ce même genre d'idée, c'est les gens ils ont déjà 99% de ce qu'il leur faut en fait. C'est le % qui manque que nous, en tant que militants politiques, on peut apporter. Quoi. Ce qui va en bloquer beaucoup aussi, c'est la peur de perdre ton confort. Ouais. Et puis, comme tu disais, le crédit, il y en a, ils vivent pas sans télé. Oui. Mais déjà, dans un premier temps, il faut pas besoin d'acheter, quoi. Peut-être qu'on... Pardon. Peut-être aussi, on parle peut-être pas assez à nos voisins, à quelqu'un qui travaille avec nous, quelqu'un qui est aux commissions, ça part sur... ça a encore augmenté, et puis je trouve qu'on n'a pas assez de liens tout simples comme ça. Parce que lui, moi je dis, ça a encore augmenté, le salaud, l'autre il va me redire autre chose. Et il va m'instruire aussi de la même façon. Et 2 idées, ça donne 6 ou une foultitude d'idées, quoi. Je trouve qu'on parle peut-être pas assez à des gens lambda comme ça, quoi. Parce que là, on n'est qu'entre nous. C'est bien, parce que c'est bien aussi d'écouter. Mais je veux dire, écouter son voisin ou n'importe qui comme ça, et se mettre à parler, petit à petit, on voit que, ah ben oui, il voit ça comme ça, j'avais pas vu ça. Je trouve qu'on s'instruit drôlement, et on s'apporte. Peut-être qu'on le fait. Moi, personnellement, peut-être que je le fais peut-être pas assez. J'étais élevé dans une cité Castor dans les années 50, et les gens se connaissaient tous, c'est-à-dire les enfants jouaient. Il y avait plusieurs générations d'enfants, et en fait, on sortait, on avait tous les mêmes choses en même temps, nos trottinettes, nos vélos, nos mobylettes après, et on allait en groupe, on sortait toujours en groupe, ça faisait un peu de tribu. On dépend des Des quartiers, espèces c'est de encore le kibbutz. Au Boulogne, moi où j'habite, les gens, les gamins du quartier, en plus c'est un quartier assez vert, le Boulogne, les gamins ils traînent ensemble. Mais ça se perd, c'est vrai. Oui, dans les cités, ça se fait encore. Ouais, c'était Cité Castor, je sais pas exactement ce que c'est, mais je me dis que c'est ça des gens qui ressemble pas mal. construisaient leur maison en fait, ou leur quartier eux-mêmes. Ah, d'accord. Les ouvriers qui se regroupaient entre eux parce qu'il y avait l'abbé Pierre qui gueulait contre les logements. C'est les ouvriers qui avaient décidé de s'organiser en fait, puis ils se mettaient en association. Et après, ils donnaient des heures sur la semaine pour aller travailler dans une cité en construction. Ils faisaient les routes, il y en a qui ont fait les routes de leur maison, ça pouvait durer 4 ans le chantier. Et après, ils habitaient dans leur maison, ils avaient une maison à eux. Ils tiraient au sort pour savoir à quel endroit ils allaient habiter. Il y avait des tirages au sort. Moi, j'habitais, c'était des maisons mitoyennes, ils étaient 2 par 2 collés comme ça. Et en fait, les gars se proposaient dans l'association de se mettre avec quel partenaire pour construire la maison. Et après, ils ont fait tous leurs murs, leurs garages, ils ont eu des voitures, ils ont tout. Et nous, les enfants, on vivait là-dedans, on était toujours ensemble. Et on se faisait engueuler avec les pères des... En fait, tout le monde s'occupait de tout le monde, quoi. Si les gosses faisaient des conneries, le père de notre copain pouvait dire vous arrêtez vos conneries là les gamins, c'est bon là. Et puis on disait le père le pape il est encore en colère. Mais on acceptait de se faire engueuler par le père des autres, quoi, ou la mère des autres, quoi. Et on allait aussi prendre notre 4 heures et tout ça, les uns chez les autres.
Quand il y a eu la télé, les gens n'avaient pas la télé à l'époque, ils jouaient au palais le soir dehors et tout. Et puis quand il y a eu les télés, ben, on allait voir la télé. Ceux qui n'avaient pas la télé allaient voir la télé. Ceux qui l'avaient, quoi. Enfin, il y avait une vie comme ça collective qui était, du fait que les gens s'étaient regroupés ensemble, ben, ils avaient créé une vie collective, quoi. Je voudrais revenir sur un... Et, là, c'est vrai que le principe des causeries populaires qu'on a mis en place là, depuis avant la Covid, je ne sais plus quand en fait, mais ouais, depuis longtemps. Ici, on a toujours dit que ça pouvait être proposé par n'importe quel sympathisant. En fait, donc on a des listes de sympathisants à qui on envoie des emails pour informer que on fait une soirée comme ce soir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur la liste, vous pouvez laisser votre mail, soit dit en passant. Et en pratique, on constate que c'est surtout des militants politiques du groupe anarchiste en fait qui font les animations de ces causeries, où quand on a des invités qui ont écrit tel ou tel bouquin, c'est l'invité qui fait la présentation. Mais nous, on a toujours souhaité, eu cette attention en tout cas, souhaité que ce soit, je dirais pas le kidam parce que déjà des gens qui sont inscrits à une liste de diffusion d'un groupe anarchiste, c'est déjà des gens sélectionnés, j'ai envie de dire, qui se sont auto-sélectionnés pour être sur cette liste-là, mais en tout cas, des gens qui ont envie de partager. Voilà, pour répondre à ton truc sur les échanges de partage. Et ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas pris. Donc, alors peut-être qu'on le redit pas à chaque fois, et qu'il faudrait qu'on le systématise, le fait qu'on dise que n'importe qui pourrait, dans ce cadre-là, proposer, déjà la discussion. Avec le groupe et puis voir ensuite comment préparer la causerie. Mais en tout cas, on souhaite faire ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et je voulais dire autre chose que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Ouais, du coup, depuis tout à l'heure, ce qu'on a pu dire, entendre, etc., il y a beaucoup du coup de constats. Il n'y a plus d'ici social, les syndicats c'est plus fort qu'avant, il y a moins d'appétence à lire, etc. On ne se parle plus. Et c'est beaucoup de constats de c'était mieux avant. Mais du coup, c'était mieux avant, on parlait. Et tu peux le laisser parler, Claude. On parlait entre nous, etc. Je laisse parler, non, mais il m'a regardé quand il a dit ça. Parce que t'as mieux avant. De la cité Castor. Ah non, mais c'était pas mieux avant, c'était comme ça, c'est tout. C'est comme les gilets jaunes, on dira c'était mieux. C'était aussi une forme de contrôle social. C'était aussi une forme de contrôle social. Mais du coup, vas-y. En marche. C'était pas forcément mieux avant. C'est Zemmour qui dit ça. Et du coup, pour que ce tissu social puisse réexister et qu'on puisse avoir des quelconques perspectives, que ce soit via le monde du travail, via les voisinages, ou les lieux d'études, etc. Du coup, autant même individuellement, par exemple chacune ici, faire les efforts d'aller voir les voisins, d'aller voir les collègues, d'aller voir les autres étudiants. Et du coup, et de lancer ces échanges pour qu'ils puissent réexister. Et après de faire le lien entre ces différents lieux, que ce soit du coup comme je l'ai dit, le travail, les voisins, etc., les quartiers, pour qu'il puisse y avoir ce qu'on souhaite, personnellement sur la révolution. Et je vais pousser tous les matins. Enfin, non, ouais. Mais voilà. Je parle avec un mec d'extrême droite qui voudrait bien m'inviter à boire des verres et tout ça, mais bon, je résiste. Mais il faut y aller, hein. Tu vas apprendre à bon. Comme les dodos d'écrire après. Mais du coup, il suffit, mine de rien, il suffit de le faire. Que si on peut passer quelques heures à se dire ouais, faudrait qu'il existe. Mais bon, pour qu'il existe, il faudrait que individuellement et collectivement, on fasse en sorte qu'il existe. Moi, je suis mal.
Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur l'exemple que vous avez pris des croiseries avec une liste, là, qui n'a pas pris. Pourquoi est-ce qu'il y avait un manque de com Ouais, je pense que nous-mêmes, on n'a pas été assez bons en fait pour dire que pour rappeler en fait systématiquement que les causeries pouvaient être tenues, organisées par tous ceux qui sont sympathisants, voilà. Et du coup là, j'y repensais par rapport à ce que tu disais toi, voilà. Et le fait que du coup, ça incombe plutôt aux militants traditionnels, politiques, voilà. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure sur la lecture. Il y a des techniques de lecture collective qui existent, que j'ai jamais pratiquées, mais dont j'ai entendu parler, qui s'appellent l'arpentage. Chacun a, on va dire, 10 exemplaires du même bouquin, et chacun lit un chapitre du bouquin. Et plutôt chacun lit, je suppose qu'il y a plusieurs formes différentes qui peuvent exister, où chacun lit le bouquin en totalité et après va résumer le bouquin en collectif dans un second temps à tous les autres. Ou alors tu peux imaginer où chacun découvre le livre et va lire qu'un chapitre. Mais ça me semble plus compliqué parce que si tu commences par le chapitre 3 et que tu n'as pas lu les chapitres 1 et 2, c'est peut-être plus compliqué. Je peux répondre à cette question-là parce que moi, alors ils font ça aussi à Télécarbon, je suis militant là-bas depuis 8 ans. Ça prend pas des masses. Donc on est toujours un groupe de 5 ou 6, ça prend pas des masses. Ouais. Mais ça peut marcher, je sais pas si c'est. Alors on peut le tester ici. À Télécarbon, ils font ça depuis moins 10 ans. Alors quand l'auteur vient, ça marche plus, il y a plus de monde, mais quand c'est un militant qui fait, il y a moins de monde. Voilà. Ça peut t'aider. Mais le média livre, si je peux rebondir là-dessus, est un média un peu compliqué. Alors, je vais vous proposer un dilemme très simple, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la lecture qui amène la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui amène à la lecture? Un exemple très simple, dans un club de lecture par exemple, vous allez avoir des gens qui vont lire et effectivement, ce sont toujours les gens qui lisent qui vont lire. Et donc qui vont présenter les ouvrages ou qui vont s'intéresser à la littérature. Sans oublier toutes les difficultés qu'il y a à trouver le bon livre et la bonne interprétation. Un livre reste un ensemble de mots. C'est nous qui en formons une pensée après. La question, c'est d'autres systèmes, par exemple les cafés philo. Ça existe un peu partout en France et je vois l'essor des cafés philo. On propose une question et on propose la réflexion sur cette question. Et ça a un rapport avec la décroissance parce que justement, ça amène soit des lieux communs ou justement des formes de nouvelles réflexions. La décroissance n'est pas du tout nouvelle. En géographie, ça fait 20 ans à peu près qu'on en parle. Et ça fait 10 ans qu'on commence un peu plus à en parler dans les systèmes d'éducation traditionnels. On avait le principe de l'agora, par exemple, qui existe depuis les Romains, qui existe depuis les Grecs, et qu'on retrouve un petit peu dans ces cafés philo-là, qui proposent des sujets, des débats, sans forcément avoir de lecture au préalable, mais c'est toujours intéressant d'en avoir. Et à mon sens, ça passe au-delà de cette barrière de la lecture, qui est une vraie barrière. Une barrière culturelle, une barrière aussi, est-ce qu'on a été éduqué à la lecture? Est-ce qu'on comprend tous les mots qu'on avait d'ailleurs? Et ça, c'est une barrière qui est terrible. Google Traduction, quand même. Moi, je pense à autre chose, c'est qu'aujourd'hui, justement, tu disais, les gens lisent moins, les jeunes sans doute aussi. Il y a la principale source de politisation. Bonsoir. La principale source de politisation, à mon sens, elle se fait par Internet. Donc, qu'on trouve ça génial ou pas, je pense que c'est un fait que ça passe beaucoup par ce moyen de communication vidéo, en fait. Je crois que quand on souhaite que plus de gens aient accès à la lecture, on ne peut pas sacraliser la lecture comme ça. Je trouve que le fait de mettre l'idée de lire des livres au-dessus de toutes les autres manières de penser et d'échanger... non, pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Il y a une sacralisation de la lecture et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de faire en sorte que plein de gens en aient peur et se sentent pas légitimes d'avoir accès à ça. Et je pense que, je voudrais pas être méchante, mais je pense que les profs sont pas les mieux pour faire en sorte que les gens aient envie d'apprendre. Je suis d'accord. Moi, je suis contre la sacralisation de la lecture. Je suis pour les contresens et les faux sens par rapport à l'interprétation. Je suis pour que tout le monde puisse dire des conneries sur les textes à condition d'en discuter. Donc la sacralisation, non. Quand je dis la sacralisation, c'est plus de
lecture, c'est par exemple indispensable à la pensée. C'est un outil, c'est juste un outil. Il y a des tas de manières de penser sans la lecture. Je pense qu'il faut... C'est bien et c'est utile. Enfin, peut-être que les gens sont pas très contents de m'entendre dire ça alors qu'on est dans une bibliothèque un peu et tout. Mais c'est... Ça permet pas aux gens d'être meilleurs de lire. Oui, et puis c'est... par exemple, sur Internet, il y a des tas de choses pas chouettes qui se passent, mais dans les livres aussi. Éric Zemmour écrit des livres. Enfin, il y a des tas de gens qui écrivent des livres et on peut lire ça. Ça rapporte. C'est aussi chouette qu'il y ait des moyens de communication différents. Et je trouve que, je sais pas, pour moi c'est un peu contre-productif de mettre la lecture au-dessus de tout le reste. Il faut lire des Murget. Juste un petit aparté, qui a lu Daniel Pénac comme un roman? C'est exactement le sujet. C'est-à-dire que Daniel Pénac, c'est un prof qui lisait des histoires en cours de français à ses élèves à voix haute et qui a écrit comme un roman pour expliquer les 10 droits du lecteur. Le droit de prendre un bouquin au milieu, le droit d'abandonner un bouquin. Enfin, je ne vous fais pas le détail, mais c'est pile poil le sujet de... Il y a de l'alterlecture. Hein. Mais la lecture, c'est vrai que c'est bien, mais aujourd'hui, il y a... Enfin, par exemple, on s'est rendu compte que sur YouTube, par exemple, il y a beaucoup plus de développement des formats longs. C'est-à-dire des vidéos qui font entre 1 heure et des fois 4-5 heures. Mais c'est un moyen. Et ces vidéos, c'est souvent des essais qui ont un sujet quelconque. Ça peut être la décroissance, par exemple. Et ça va être écouter 1 personne, 2 personnes, 5 personnes parler de décroissance. Enfin, comme si des gens écoutaient notre réunion. Qui sera mis sur Internet après, d'ailleurs. Oui. Mais souvent, dans les vidéos, disons, on va dire que c'est un peu plus rigoureux en termes d'organisation de la parole des gens et tout ça. Mais voilà, ça veut dire que les gens, peut-être qu'ils ne lisent pas, et moi j'aime bien lire, même si je ne le fais pas tant que ça, mais il y a d'autres méthodes d'apprentissage qui sont efficaces aussi. Ouais. La transmission orale par des personnes en qui on a confiance. Moi, par exemple, le livre de ce soir, je ne l'ai pas lu. Par contre, Anne-Zoé l'a lu. Et avant qu'on vienne, on en a pas mal parlé et elle m'a expliqué beaucoup. Et j'ai confiance dans sa parole. Moi, ça m'a fait économiser énormément de temps de ne pas avoir à le faire. Et quand j'ai écouté un autre résumé, j'ai vu des choses qui se rajoutent, mais j'avais confiance dans eux, j'avais raison. Sa parole avait de la valeur. Donc lire, c'est bien, mais en termes de transmission de connaissances, c'est pas forcément meilleur que d'autres méthodes. Et c'est vrai que ça fait peur et ça prend beaucoup plus de temps que beaucoup d'autres trucs. On peut l'équivalent d'un livre de 150 pages, en 2 heures, je les aurais jamais lus, en 2 heures, je peux avoir un discours très proche en format vidéo. Ou en audiobook aussi. Macno, il a jamais autant lu qu'en prison. C'est Jules Vallès qui disait... ça sert à quelque chose en prison Mais non, mais parce que t'as du temps. Pour lire, il faut être dans le silence. En même temps, il faut avoir le bouquin aussi. Les prisonniers politiques avaient le droit... Il faut être malade aussi, c'est bien l'hôpital. Non, mais les prisonniers politiques avaient le droit de lire. Il a appris à lire en prison. C'est pour ça. Il était analphabète avant de rentrer en prison. C'est vrai, c'est Jules Vallès qui disait la prison, c'est la grande université populaire. Non, et puis la lecture, c'est quoi? C'est comme une activité décroissante. Parce que on ne consomme pas d'énergie à part la lumière. Il y a des gens qui ont fait des révolutions. Mais j'aime bien un peu décontenancer les gens. Comme me demande qu'est-ce que tu fais pour te détendre, je lis. Alors ça, c'est le genre de choses. Il y en a pour qui c'est tendu, quoi. Tu prends pas l'apéro. Non, moi, le meilleur moment, c'est d'avoir un bon bouquin le soir. Mais moi, je tiens à dire que je suis d'accord avec vous que la lecture, c'est très bien. C'était pas pour dire ça. Non, mais... C'était plus pour dire que moi, par exemple, j'ai grandi dans un milieu où la lecture, c'était extrêmement valorisé et où c'était vu comme quelque chose de super. Et à l'école, c'est pareil. Tout le monde dit la lecture, c'est au-dessus de tout. Et moi, ça me faisait envie. J'avais envie d'être une de ces personnes super qui lisent, mais ça m'impressionnait tout. Et en vrai, il a fallu que je désacralise la lecture et tout ça pour, justement, comme tu disais, pouvoir apprendre des livres comme ce qu'il a, un outil pour transmettre des trucs. Je trouve que,
faut pas non plus. Faut être curieux, en fait. Tout ce qui est sacré, c'est mauvais, enfin, c'est dangereux. Il faut désacraliser tout, hein, y compris les croissances, le féminisme, y compris le racisme, tout ça. Il faut désacraliser tout ça, hein, pour avoir une vision ajustée. Il n'y avait que du Maliman. Mais c'est vrai que... Non mais il faut vraiment lire Daniel Pénac comme un roman, parce que c'est vraiment le cœur de son propos, c'est arrêter de rendre les livres impressionnants, rébarbatifs. Il dit que la pire des choses en fait, c'est quand un prof demande des fiches de lecture à ses élèves ou il leur demande des analyses de texte. Enfin, t'as plus du tout envie de lire le bouquin en fait quoi. C'est un chiant phénoménal. L'école te dévalorise. Et justement, est-ce que vous voulez que je vous lise mon analyse de texte du livre de Timothée Paric ou pas? Ça va être la confusion, si tu veux. Ouais. Si vous voulez. Ça risque d'être chiant. Hein. Mais voilà, c'est mes... C'est de l'oral, alors. Voilà, donc c'est mes critiques voilà, sur le bouquin de Paric. Alors, Timothée Paric nous donne l'impression d'être quelqu'un de très généreux, avec des idées tout à fait sympathiques et sérieusement compatibles dans leur finalité avec la pensée et les pratiques libertaires. On pense aux modalités de décision à la fois en phase décroissanciste comme en post-croissance. On pense aussi à la mise en place de communs dans lesquels producteurs et consommateurs prendraient part aux décisions selon les échelles géographiques respectives. On pense évidemment à la démonétisation du monde et à la volonté de remettre du lien entre les individus, en développant l'entraide, le don et le désintéressement. On pense à sa volonté de changer le travail et sa finalité. Et on pense aussi à cette attention au vivant dans le cadre d'une approche sensible du rapport à autrui. Alors souvent dans l'ouvrage, Paric utilise le terme d'écosocialisme dont il se sent manifestement très proche. Alors du coup, je me suis posé la question, c'est quoi ce concept d'écosocialisme? Google est venu à ma rescousse. Étymologiquement, c'est un néologisme construit par la juxtaposition de écologie et de socialisme pour désigner une doctrine politique associant à la fois les idéaux écologistes et socialistes. L'écosocialisme part du constat que l'écologie est incompatible avec le capitalisme qui est établi sur la recherche de profit de la valeur d'échange des biens au détriment de la valeur d'usage, impliquant un productivisme incapable de prendre en compte la préservation de l'environnement et les réalités humaines. Et l'écosocialisme part aussi du constat que la logique productiviste attachée jusqu'à présent au socialisme doit être abandonnée. Et donc là, je suis tombé sur le manifeste pour l'écosocialisme, adopté par le congrès du parti de gauche, donc en mars 2013. Voilà, donc l'écosocialisme est le mélange détonnant entre un socialisme débarrassé de la logique productiviste et une écologie farouchement anticapitaliste. Loin d'un modèle abstrait, il propose une alternative concrète pour affronter la crise écologique qui menace l'humanité. En défendant l'intérêt général humain, il renouvelle la pensée républicaine en proposant au peuple souverain de remettre le système productif et l'économie au service du progrès humain et des besoins réels. Bon, non, on ne sent pas qu'il soit question ici de l'abandon, la destruction du capitalisme. En tout cas, Paric, lui, il revendique clairement son anticapitalisme, qui est la cause des maux que traverse l'humanité et le vivant aujourd'hui. Si la finalité du projet semble très proche de celle de l'anarchisme, et si Paric utilise dans sa boîte à outils idéologique un certain nombre de références et d'outils conceptuels et pratiques de l'anarchisme, puisque, par exemple, le coopérativisme est cité, la question centrale reste le rôle de l'État dans la phase transitoire de rupture avec le capitalisme, que Paric appelle décroissance. On nous a déjà fait le coup en Russie en 1917. Paric est intéressant parce qu'il a la vision pragmatique de l'économiste de progrès, pour autant son propos reste confiné au cadre politique actuel. Nulle part dans son livre, on ne sait comment les entreprises multinationales, qui sont seules décisionnaires sur la planète, seront contraintes, si ce n'est par une puissance politique qui serait l'État. Au niveau du contenu, il souhaite le maintien de la fiscalité. Ainsi, il évoque un système de taxation des revenus organisé en tranches d'imposition progressive en fonction du revenu moyen, ce qui implicitement indique qu'il y aura toujours inégalité de revenus. Pire, son projet de société post-croissance inclut des mécanismes dans lesquels l'héritage existe encore, donc la petite propriété aussi. Pour la propriété privée des moyens de production, il n'est pas précis, mais manifestement il souhaite juste interdire la propriété lucrative des moyens de production. Donc le fait que les moyens de production rapportent de l'argent sur la base de leur propriété. Évidemment, Paric est un économiste et il ne prétend pas être un politicien. Pourtant, son propos est évidemment d'ordre politique,
Et quand il parle, dans la phase transitionnelle de décroissance, de nationaliser les entreprises et de reconstituer de grands services publics, il appelle ainsi à renforcer le pouvoir économique de l'État, qui viendrait donc en concurrence avec celui des coopératives de producteurs et de consommateurs, que pourtant il appelle de ses voeux. D'ailleurs, Parik n'appelle pas à socialiser la production, ni même à mettre en place la gestion directe des moyens de production. Particulièrement significatif, pas une fois dans l'ouvrage le mot syndicat n'est cité, alors que les producteurs sont les plus à même et aussi les seuls légitimes à reprendre en main les rênes d'une économie. On ne peut pas croire qu'une entreprise comme Total acceptera sans regimber que les ressources pétrolières et gazières disponibles restent dans le sous-sol. Aucun mot sur les moyens qui seront utilisés et par qui pour effectuer ce grand chambardement social que devrait logiquement être la décroissance. Et le seul moyen sérieux et cohérent, c'est évidemment la révolution pensée, organisée et menée par les exploités pour défendre leurs propres intérêts. À la lecture de Parik, on a le sentiment que son modèle de décroissance transitoire n'attend que les bons politiciens pour les mettre en place, et que sa proposition de modèle de société de post-croissance n'a besoin que d'un État éco-socialiste qui prendrait en charge la planification de l'économie en intégrant le vivant dans l'équation. À l'instar d'un Olivier Lefebvre dans sa lettre aux ingénieurs qui doutent, sur laquelle on a fait une causerie en octobre dernier, Parik voudrait nous laisser croire que de simples décisions ou propositions politiques extérieures au corps social permettraient de vaincre, voire convaincre nos ennemis. En définitive, que les exploités et les travailleurs choisissent de prendre leurs affaires en main deviendrait secondaire, puisqu'une poignée d'experts décroissancistes auront décidé des meilleures méthodes de changement de paradigme économique, écologique et social. En ce sens, le propos de Parik concernant les modalités de prise de décision vers le basculement vers un nouveau système de décroissance ne cite que l'État comme moyen de coercition politique envers les grands groupes économiques qui dirigent la société. Pourtant, nous le savons, ce sont ceux qui auront le pouvoir de faire basculer la société qui définiront aussi ce qu'elle doit devenir. Soit une énième ressucée du réformisme écolo-social, soit une société autogestionnaire sans exploitation salariale. On ne voit pas, ou très peu dans son propos, en quoi les travailleurs sont intégrés dans les processus de décision, ces décisions revenant plutôt à des collectifs extérieurs au monde du travail. On est alors pas loin de revoir de sortie la bonne vieille marmite électorale pour nous resservir la même soupe amère de l'écologie politique réformiste. Personne ne veut d'un bain de sang, mais le projet écosocialiste est voué à l'échec, sans une révolution menée par les travailleurs eux-mêmes et pour eux-mêmes, avec comme objectif clair la gestion directe des moyens de production dans un cadre économique stationnaire intégrant le vivant. Cette vision stratégique, bien plus que des décisions politiques qui descendraient d'en haut, est à même de forger les outils de conception et de lutte pour bâtir une autre société dans le futur. Voilà. J'espère que je n'étais pas trop chiant. Mais bon, j'essaie de construire un propos politique, voilà, donc spécifiquement anarchiste, sur la lecture de ce bouquin, qui de notre point de vue va pas assez loin, évidemment, mais c'était pas son propos non plus. Voilà, hein, c'était le propos de Parik, c'était de s'adresser au grand public. Je pense pas qu'il soit anarchiste de toute façon, mais c'est pas le problème. Il y a plein de gens qui sont pas anarchistes. Il y a plein de gens de toute façon qui l'étaient pas avant de le devenir. Enfin, on ne naît pas anarchiste, donc en tout cas, il est intéressant pour les outils et les propos qu'il véhicule. Et ses idées. Puis il est stimulant. Oui. Il est stimulant, voilà. Et surtout dans le domaine de l'économie, qui vulgarise quand même dans son bouquin. Voilà. Puis surtout, il parle quand même d'une économie anthropocène. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète quand même. Une économie, parce que l'économie, c'est quand même une science sociale. Et ça, pareil, hein, ça fait partie quand même des présupposés que l'économie serait une science d'experts, une science dure, et qu'on ne pourrait pas en mettre en cause de certains dogmes. Et ça, je pense que ça fait partie du côté intéressant de son bouquin. Ouais, et là, il le démontre bien, ce côté justement mécanique de l'économie. Ouais. C'est vrai. Mais bon. Je pense que c'est un outil aussi pour nous faire pas interroger ces choses-là. C'est-à-dire que l'économie orthodoxe, elle est tellement difficile à appréhender pour les gens qui n'ont pas étudié. On se dit, oui, bon d'accord, ils doivent avoir raison. Enfin, c'est difficile de le remettre en cause. Et aussi, vu qu'elle est très complexe et tout ça,
eh ben, elle peut se voiler la face sur le fait qu'elle soutient un modèle économique qui est absurde en lui-même. Enfin, c'est ça aussi. Là, je trouve que ce qui était sympa dans son économie anthropologique, c'est justement comme ça revient à la base de oh bah tiens, en fait, on produit pour subvenir à des besoins. Si on produit mais que ça ne subvient pas aux besoins des gens, bah, c'est que ça sert à rien. Bah, c'est tout simple. Oui, voilà. Enfin, je pense que quelqu'un qui se dirait oh j'ai jamais rien compris à l'économie, il dit ça, il dit ah bon, si en fait je peux comprendre l'économie et je peux avoir mon mot à dire là-dessus. Ça j'ai trouvé que cette partie vulgarisation était Très rafraîchissant. Bah oui, mais il y aura toujours des experts pour penser pour nous. Des sachants, des sachants. L'économique, personne ne comprend rien. Moi, je pense aux expériences autogérées qu'il y a eu en Argentine, qui est intéressante. Je ne sais pas ce que c'est devenu.